Bonjour, chers apprenantes, chers apprenants, ravi de vous rencontrer sur la plateforme enseignement à distance. Je vous présente le chapitre numéro 2, la deuxième séquence. Je vous rappelle, la séquence précédente discute ou bien étude le potentiel de repos. C'est un schéma général qui résume le niveau ou bien l'origine de ce potentiel de repos. On a défini ce potentiel comme une différence de charge de part et d'autre de la membrane plasmique de la fibre nerveuse. Maintenant, on entame un autre potentiel qui s'appelle le potentiel d'action. Pour le faire enregistrer, on adopte le même dispositif expérimental précédent, à savoir la cuve anaire où on pose le nerf lié cette fois-ci avec deux types d'électrodes, les électrodes excitatrices S1 et S2 et les électrodes réceptrices. Ces dernières électrodes sont liées à l'oscilloscope. Maintenant, on passe à le protocole expérimental. Après une excitation efficace, on obtient un enregistrement appelé le potentiel d'action. L'excitation de ce nerf donne naissance à un message nerveux au point excité qui se propage tout au long de ce dernier sous forme d'une onde de négativité ou bien une onde de dépolarisation. Maintenant, on va faire l'enregistrement après une excitation au niveau du nerf à condition que cette excitation soit efficace. On obtient dans l'enregistrement deux types selon la position des électrodes réceptrices R1 et R2. On a deux enregistrements, enregistrement 1 et l'enregistrement 2. L'enregistrement 1 concerne le potentiel d'action diphasique et l'enregistrement 2 concerne le potentiel d'action monophasique. Par la suite, on va voir la différence du type d'enregistrement, à savoir ils diffèrent uniquement de l'emplacement des électrodes réceptrices. On aborde maintenant le potentiel, l'enregistrement 1 qui cible le potentiel diphasique. On va voir ces différentes étapes. C'est une onde qui est caractérisée par plusieurs étapes. On va le voir par la suite et on suit le devenir ou bien l'influx nerveux, leur transport au niveau à la surface du nerf. Premièrement, le premier signal de l'excitation a été enregistré au niveau du oscilloscope. Il représente de l'artefact de stimulation. Il désigne le moment d'excitation. Le trait AB, ici, s'explique par le temps de latence. C'est un temps qui nécessaire pour que le message nerveux arrive à l'électrode réceptrice. On va le voir ici. C'est un passage de l'électrode excitatrice pour arriver à l'électrode réceptrice, l'influx nerveux, où il faut un temps nécessaire. On passe à l'autre phase, c'est la phase BC. La phase BC au niveau du nerf, c'est une dépolarisation au niveau de R1. C'est-à-dire lorsque l'onde de négativité arrive au niveau de l'électrode réceptrice R1, qu'est-ce que se produit au niveau de l'oscilloscope? C'est-à-dire, il arrive, cette onde, elle a pris la charge négative, c'est pour cela qu'il y a une déviation de ce faisceau lumineux ou bien de ce pôle lumineux vers le haut. C'est-à-dire, il y a une répulsion de ce faisceau lumineux vers le haut. On passe, l'autre phase, c'est CD, elle est caractérisée par une repolarisation au niveau du R1. La phase DE, le moment où l'onde de négativité arrive au milieu, c'est-à-dire entre l'électrode réceptrice R1 et l'électrode réceptrice R2, c'est-à-dire le faisceau lumineux arrive au temps zéro, au temps initial. On passe à la phase EF, c'est-à-dire l'électrode, bien l'onde de négativité arrive à l'électrode réceptrice N2, R2. On passe à la phase EF. C'est une autre dépolarisation pour l'électrode réceptrice R2. Et vers la fin, enfin, le FG, il caractérise la repolarisation de R2. Et vers la fin, on a le retour de
l'influx nerveux à l'état initial, c'est le rétablissement du potentiel initial. Maintenant, on passe au deuxième type d'enregistrement. Après avoir vu l'enregistrement 1 qui cible le potentiel d'action diphasique, on passe à l'enregistrement 2 qui cible le potentiel d'action monophasique. C'est-à-dire une seule chose qui s'ajoute à ce qu'on a dit précédemment. Toujours, on a le point de signal de l'excitation, c'est l'artefact. Après l'artefact, l'influx nerveux nécessite de se propager vers les électrodes réceptrices, c'est-à-dire il nécessite un temps pour qu'il arrive à l'électrode réceptrice R1. On parle de la partie AB. Puis BC, c'est une phase de dépolarisation comme on a déjà expliqué dans le cas précédent. CD, c'est la phase de repolarisation. La chose qui a été ajoutée dans ce cas de potentiel monophasique, c'est la phase d'hyperpolarisation qu'on va expliquer par la suite. Maintenant, on passe à mettre en évidence les mécanismes responsables du potentiel de repos. On propose l'expérience suivante. La membrane plasmique, la membrane d'une axone du calmar sépare deux compartiments liquidiens. Le premier compartiment comporte un liquide intracellulaire symbolisé par ILIC et liquide extracellulaire LEC. Le tableau suivant présente la répartition de certains ions dans ces milieux. Voilà, le tableau comporte la concentration des ions Na+, et K+, en milieu extérieur et en milieu intérieur. Par la suite, on analyse ces résultats obtenus à partir de cette expérience. Je vous laisse quelques secondes pour faire cette analyse. Voilà, comme vous voyez, les concentrations de l'ion Na+, et l'ion K+, varient du milieu extérieur au milieu intérieur. Comment? On va voir, on s'intéresse maintenant à l'ion Na+, on remarque que sa concentration dans le milieu extérieur est plus importante par rapport à sa concentration au milieu intérieur. Au contraire, pour l'ion K+, sa concentration au milieu intérieur est plus importante que sa concentration au milieu extérieur. Voilà. On passe toujours dans le cadre de l'origine de potentiel d'action. On a une membrane plasmique qui sépare les milieux extracellulaires et les milieux intracellulaires. Comme on remarque il y a quelques minutes, que les concentrations de l'ion Na+, et K+, de part et d'autre de la membrane sont différentes. On a toujours l'ion Na+, de concentration très importante à l'extérieur de la membrane du nerf, tandis que sa concentration au milieu intracellulaire est très faible. C'est l'inverse pour l'ion K+. K+, elle a une concentration très importante dans le milieu intérieur que sa concentration dans le milieu extérieur. En conclusion, on peut dire que le potentiel de repos résulte de la différence de concentration des ions Na+, et K+, de part et d'autre de la membrane. Vu les informations que vous avez déjà vues dans les chapitres précédents, précisément la diffusion simple, toujours que ce soit des solutés, que ce soit des ions, cette solubilité se fait toujours d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. Pour appliquer cette théorie sur les échanges ioniques de part et d'autre de la membrane, on voit que l'ion Na+, qui est plus concentré en milieu extracellulaire, passe de ce milieu au milieu interne, selon le gradient décroissant de concentration. De la même façon pour K+, puisque sa concentration est très élevée dans le milieu intérieur, il doit passer de ce milieu vers le milieu extérieur selon le gradient décroissant de la concentration. C'est ce qu'on a vu
pour la solubilité de la membrane vis-à-vis des solutés et de ces ions. En conclusion, on a conclu que le potentiel de repos résulte de la différence des concentrations des ions Na+, et K+, de part et d'autre de la membrane. À votre avis, si on laisse continue cette solubilité de Na+, vers le milieu intracellulaire et l'inverse pour le milieu, pour l'ion K+, il y aura un équilibre de ces ions et le potentiel de repos disparaît. Mais dans la nature, il faut garder ces différences de concentration de ces deux ions. Et on peut supposer qu'il y a un autre phénomène qui va rétablir ces différences de concentration de part et d'autre de la membrane plasmique du nerf. Maintenant, on se pose la question suivante, quel est le mécanisme permettant le maintien de ce potentiel de repos? Pour déterminer le mécanisme qui permet le maintien du potentiel de repos, un accent de Kalmar est chargé en Na+ radioactif. On mesure alors l'apparition de la radioactivité dans le milieu extracellulaire en conditions normales, puis on ajoute les molécules suivantes. La première molécule, c'est le DNP, ça veut dire 2,4-dinitrophénol. C'est une substance inhibitrice de la synthèse de l'ATP. Ça veut dire inhibitrice, c'est-à-dire il bloque la synthèse de l'ATP. Pour l'ATP elle-même, c'est une source d'énergie cellulaire. Voilà, on va voir l'analyse des courbes des figures ci-dessous et déduire l'origine du potentiel de repos. La première figure, on va voir, elle représente la variation de la sortie de sodium radioactive par coup, par minute, en fonction de temps, en ajoutant la première molécule qui est le DNP. Pour la deuxième figure, elle représente cette fois-ci la variation de la sortie de Na+ radioactif en fonction de temps, en ajoutant la deuxième molécule tout en gardant la première molécule qui est DNP. Je vous donne quelques minutes ou bien quelques secondes pour analyser les variations de cette sortie de sodium radioactif en fonction de temps en présence de la molécule DNP. Vous voyez cette variation. Lorsqu'on met l'axone géant de Kalmar dans un liquide d'orangère normal, la sortie de Na+ radioactif, on voit qu'il est à une valeur de 50 coups par minute. Une fois qu'on ajoute la molécule DNP, comme on a dit il y a quelques minutes, cette molécule d'initrophénol, c'est une substance qui bloque la synthèse de l'ATP. On voit que cette sortie de Na+, c'est-à-dire du milieu intérieur vers le milieu extérieur, prend des valeurs très faibles. Il y a une diminution de cette sortie de Na+. Ça nous pousse à poser l'hypothèse, peut-être cette sortie de Na+ est liée à la présence d'une énergie qui est la source de l'ATP. Pour vérifier est-ce que précisément l'ATP qui prend l'ampleur dans cette diffusion, on va faire la deuxième expérience. Cette figure montre les résultats de la variation de la concentration bien de Na+ radioactif en fonction de temps. Vous voyez, lorsqu'on le met dans le cas normal, c'est-à-dire dans le liquide physiologique appelé liquide d'orangère, on voit la sortie reste normale en le comparant avec l'état précédent. Mais lorsqu'on ajoute le DNP, en plus on ajoute de l'ATP avec une concentration plus faible, c'est-à-dire d'une valeur 1 millimol
d'ATP, on voit qu'il y a un retour de la sortie du Na+ radioactif, mais si on ajoute l'ATP cette fois-ci avec une concentration très importante par rapport à la première, on voit qu'il y a une augmentation de la sortie du Na+ radioactif. Voilà, ce résultat nous prouve que la sortie de l'ion Na+ radioactif est liée à la présence ou non de l'ATP. C'est-à-dire en général, la sortie de Na+ du milieu intracellulaire vers le milieu intracellulaire, il nécessite un apport énergétique pour garder la différence de concentration des ions Na+ et K+, de part et d'autre, de la membrane plasmique, c'est-à-dire on garde le potentiel de repos. Juste un rappel concernant le potentiel de repos, il résulte de la différence de concentration des ions Na+ et K+ de part et d'autre de la membrane plasmique du nerf. Cette fois-ci, on peut expliquer, on veut bien détailler comment ça se fait cette différence de concentration, vu la concentration des Na+ très importante dans le milieu extracellulaire, c'est-à-dire que cet ion doit passer de ce milieu où la concentration est très importante vers le milieu intracellulaire où la concentration est très faible. De la même façon, pour l'ion K+, il passe à son tour du milieu intracellulaire qui est plus concentré vis-à-vis la concentration de cet ion vers le milieu extracellulaire. On a se posé la question comment garder cette différence de concentration. Voilà un schéma explicatif des échanges ioniques qui permet le maintien du potentiel de repos. Pour les canaux ioniques Na+, K+, toujours le sodium ou bien Na+ passe du milieu extérieur qui est le plus concentré vers le milieu intérieur. Pour l'ion K+, qui est plus concentré dans le milieu intérieur, passe par une diffusion simple, c'est-à-dire ne nécessite pas de l'énergie. C'est pour cela on l'appelle un transport passif. Pour garder cette différence de concentration de part et d'autre de la membrane, on a vu il y a quelques minutes qu'il faut intervenir à un autre phénomène qui nécessite un apport énergétique, c'est-à-dire il fait sortir 3 ions Na+, il fait entrer 2 ions de K+. On parle alors d'un transport actif qui nécessite des apports énergétiques, c'est-à-dire de l'ATP. Maintenant, on passe à déterminer l'origine du potentiel d'action. On mesure la variation de la perméabilité membranaire de la fibre nerveuse aux ions Na+ et K+ lors de potentiel d'action. On a ce graphe qui présente le potentiel en millivolts et la perméabilité membranaire aux ions Na+ et K+. On va voir comment varie cette perméabilité des deux ions en fonction de temps, tout en respectant les différentes étapes du potentiel d'action. On a choisi dans cet exemple le potentiel 2 qui est le potentiel monophasique. Je vous laisse quelques secondes pour voir comment ça se fait, cette perméabilité vis-à-vis des ions Na+ dans un premier temps, puis la perméabilité membranaire vis-à-vis de l'ion K+. Maintenant, on va voir les étapes de cette perméabilité, à la fois Na+ et à la fois K+. Le moment de potentiel d'action monophasique, on va commencer par le potentiel de repos, qui est de valeur moins 70 millivolts. Une fois qu'on a appliqué une excitation efficace sur le nerf, il y a production d'un message nerveux qui
réside au niveau d'une dépolarisation qui est bissée. On va voir qu'est-ce qui se passe au moment de cette dépolarisation. Vous voyez, juste au potentiel moins 50 millivolts, c'est-à-dire après une excitation efficace, on voit qu'il y a une perméabilité excessive de l'ion Na+. Un moment, parallèlement, la perméabilité de l'ion K+ reste encore stable jusqu'à une potentielle de plus 30 millivolts. On voit qu'il y a une chute rapide de cette perméabilité. Parallèlement, on voit qu'il y a la perméabilité de l'ion K+ commence. On est à l'état d'une repolarisation. Repolarisation, il y a perméabilité avec une vitesse très très faible, d'une façon progressive, et la perméabilité de K+ commence vers la phase de repolarisation. On trouve qu'il y a une fermeture, bien une perméabilité s'arrête de l'ion Na+, mais la perméabilité de K+ commence à diminuer. Vers la fin, on arrive à l'état initial, c'est-à-dire l'état de potentiel de repos, c'est-à-dire à un potentiel de moins 70 millivolts. Voilà pour comprendre le mécanisme de la variation de la perméabilité des ions Na+, K+, on va expliquer qu'est-ce qui se passe au moment de potentiel d'action. Cette fois-ci, dans cet exemple, on a pris le cas de potentiel d'action monophasique. On va expliquer la phase de dépolarisation, c'est-à-dire la phase BC. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette phase? Il y a une ouverture du canaux à voltage dépendant Na+. C'est pour cela qu'on a observé une perméabilité excessive, avec une concentration très importante. La perméabilité du Na+ résulte ou bien dépend de l'ouverture du canon. Puisqu'il y a une ouverture du canal à voltage dépendant Na+, automatiquement il y a une entrée massive de cet ion. Dans la phase 2, qui est une phase appelée repolarisation, c'est-à-dire de C à D, qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'il y a une chute de perméabilité de l'ion Na+, à cause de la fermeture rapide des canaux responsables de cette perméabilité. C'est-à-dire une fermeture rapide des canaux Na+, et ouverture des canaux à voltage dépendant K+, ce qui induit au début de perméabilité, c'est-à-dire la perméabilité de l'ion K+ commence. Arrivons à l'état 3, c'est-à-dire l'état de perpolarisation du D, E et F. On a, qu'est-ce qu'on a? Une fermeture lente des canaux K+, c'est pour cela il y a une poursuite de sortie de K+. Vers la fin, il y a un retour de potentiel de repos qui est de potentiel moins 70 millivolts. Par quoi? Par l'intervention des pompes NAK qui nécessitent un apport énergétique ou bien qui dépend de l'énergie pour faire sortir le Na+ vers le milieu extérieur et l'entrée de l'ion K+. Voilà, pour résumer les phénomènes de potentiel d'action et de potentiel de repos, on a un schéma récapitulatif. De la gauche vers la droite, on a deux canaux ioniques. Le premier canot cible le passage de Na+ du milieu extérieur qui est le plus concentré vers le milieu intérieur. Un autre canot ionique responsable de faire passer
l'ion K+, du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Et un autre phénomène qui va laisser ou bien garder la différence de concentration de part et d'autre de la membrane vis-à-vis des ions Na+, et K+, ce phénomène, on l'appelle un phénomène actif qui nécessite de l'énergie. Ce phénomène se forme d'une pompe appelée une pompe NaK, c'est-à-dire cette pompe, il va pomper 3 ions Na+, parallèlement à le pompage du milieu extérieur vers le milieu intérieur de 2 ions de K+. Et comme ça, on garde la répartition inégale des ions Na+, et K+, d'où l'origine du potentiel de repos. Voilà, ces 3 canons ioniques expliquent le potentiel de repos. Cette fois-ci, on passe au potentiel d'action. Comme on a dit il y a quelques minutes, elle dépend de l'excitation. Lorsqu'on introduit ou bien on applique une excitation efficace au niveau d'un nerf en général, on cible, voilà, il y a un passage des ions Na+, de part et d'autre de la membrane, ainsi que les ions K+, mais l'ouverture de ces 2 canons, il dépend du voltage, il dépend de l'excitation. Et comme ça, on a déterminé, on a mis en évidence le potentiel de repos et le potentiel d'action, que ce soit la méthode de la mettre en évidence et le mécanisme de 6 potentiels, à la fois repos et à la fois le potentiel d'action. La séquence de touche à sa fin. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Je vous souhaite bon courage et bonne réussite. Et à bientôt.